Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans En roue libre, l'émission qui nourrit votre passion du vélo. Aujourd'hui, je vous propose un format exceptionnel, c'est un format bilan pour faire le point sur, sur l'année 2025 et vous partager mes enseignements, tout ce que j'ai appris, les succès, les fails et puis ce que je vous prépare en 2026. Allez, c'est parti. Alors déjà, pour commencer, la première chose, c'est de vous dire merci. Merci pourquoi? Bah, parce que, sans vous, En roue libre n'existerait pas. Alors il y a un petit peu de moi évidemment, mais, encore une fois, si je parle tout seul devant un micro, sans qu'il y ait personne qui m'écoute, tout ça ne sert à rien et donc, aussi merci parce que j'ai reçu et je reçois toujours beaucoup de messages de gens, de vous, qui me témoignaient de la, sympathie, du soutien, de voilà, de la gentillesse, enfin plein de bonnes choses, parce que vous aimez ce qu'En roue libre vous apporte et moi ça me nourrit beaucoup, ça m'apporte beaucoup et je le dis souvent à la fin des épisodes: «Merci», bah, parce que ça fait plein de trucs, mais bon, voilà. Donc un grand merci et vous allez voir qu'il y a encore de belles choses qui arrivent. Alors, il y a une question qu'on me pose régulièrement, c'est, «Alors, est-ce que ça marche en roue libre?» Hem, la première chose, à laquelle je peux répondre, enfin la première manière de répondre à ça, c'est: «Ça dépend». Sur quel point on se place? Sur le plan des audiences, c'est satisfaisant, sur YouTube. Et vous allez voir après pourquoi. Mais c'est aussi surtout du côté d'Insta où ça a vraiment bien poussé. Pour vous donner un ordre d'idée, sur Insta et Facebook, en 2025, il y a eu 18 millions de vues, sur tous les formats, reels et posts. Donc 18 millions de vues, ça fait en plus 12 000 abonnés sur Facebook et 14 000 abonnés sur Insta en 2025. Et ça, c'est dû à, certains reels qui ont excessivement bien marché. Les reels, c'est ces petites vidéos courtes, qu'on met, notamment de la visite d'usine chez Hope, de la visite d'usine chez Giant et puis d'autres trucs qui ont bien marché. En ce qui concerne YouTube, ça fait 1,3 million de vues et plus 7 000 abonnés sur l'année 2025. Alors, les chiffres en soi, c'est cool. Moi, j'appelle ça un peu des vanity metrics, c'est-à-dire des trucs un peu futiles. Néanmoins, c'est ce qui permet de peser en quelque sorte auprès de marques, de partenaires, de sponsors potentiels, en tout cas de gens qui peuvent potentiellement soutenir En roue libre ou travailler avec En roue libre parce que le média prend de l'importance. Et donc, c'est ce qui me permet également de professionnaliser le format. Donc, d'être payé pour faire des choses que je fais et que je fais d'ailleurs par, par pure passion, hein. Je ne le fais pas pour l'argent, heureusement. Mais en fait, tout ça est en train de grossir et tout ça est en train de prendre une forme qui est assez intéressante et je me rapproche très gentiment d'un job de rêve. Hem et donc, une question qui est intéressante et importante, c'est: pourquoi je fais ce que je fais? Je fais ce que je fais parce que déjà je suis un passionné et je pense que ça se voit sur, tous les contenus que je fais. Je suis curieux, je suis un grand gamin, et puis j'adore ce que je fais, enfin j'adore les expériences que je vis, parce que j'ai la chance, le privilège plutôt, de rencontrer des personnes, extraordinaires, des gens qui ont fait des choses inspirantes, des gens qui m'ont inspiré aussi quand j'étais gamin et donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une expérience géniale à vivre et moi, quand je le fais, je suis également très content de m'imaginer qu'il y a des gens derrière moi, on va dire une audience, moi j'appelle ça plutôt un groupe de potes, et j'adore me dire que ce que je vis, et ce que je filme, ce que je documente, en fait, je vais le faire partager à ma bande de potes et que en gros derrière, ils vont tous kiffer, voilà. Et ça me nourrit. C'est-à-dire, moi, faire une visite d'usine,
ou avoir un entretien avec une personne qui m'a inspiré, c'est cool, c'est très très cool. Mais m'imaginer que ça peut également intéresser d'autres personnes, ça c'est vraiment très très cool. Voilà. Donc c'est pas que pour vivre ma passion moi à fond, mais c'est aussi pour la partager avec d'autres et vous présenter des choses qui sont géniales et qui sont hyper intéressantes à vivre, hyper intéressantes à voir et à découvrir. Euh, Aussi, moi, j'ai un petit peu quelque chose euh, que j'ai envie de faire au travers d'En roue libre, c'est inspirer d'autres gens à faire du vélo. Moi, je crois dans le fait que le vélo, c'est un sport, un art de vivre, un mode de déplacement, enfin, ça peut être plein de choses à la fois, et que le vélo peut parfois changer des vies, mais surtout améliorer le quotidien et améliorer la vie de gens qui vont découvrir que avec un vélo, ils vont pouvoir aller plus loin, plutôt que de prendre la voiture, en fait, ils vont prendre leur vélo, ils vont pouvoir voyager avec, ils vont pouvoir découvrir des choses, ils vont pouvoir euh, être dans la nature d'une autre manière, on va dire. Et ça, le vélo a déjà changé des vies. Et moi, à mon petit niveau, ce que j'espère faire, c'est vous montrer à tous les gens qui tomberaient sur mon contenu, montrer à quel point le vélo c'est cool, à quel point il y a une diversité de pratiques et à quel point voilà, ça peut provoquer des moments, des rencontres exceptionnelles et apporter du bonheur. Donc moi, c'est un petit peu ça que j'ai envie de faire, c'est montrer tout ça et donner du bonheur aux gens. Voilà, donc je sais que c'est un vœu pieux, c'est un peu une ambition importante, mais ça reste une ambition. Et moi, je fais ça en tant que passionné, surtout. Je fais ça en tant que un gamin qui a envie de partager sa passion avec ses potes. Et c'est véritablement dans cet esprit-là que je fais en roue libre et que je vis ma passion. Voilà. Il y a un autre truc que je voulais vous dire aussi à propos de comment va en roue libre. C'est la réponse à ça, c'est aussi d'écouter les gens qui me disent ce qu'ils pensent dans roue libre. Et quand j'entends les gens me dire ce qu'ils pensent dans roue libre, ce que ça représente pour eux, en termes d'inspiration, en termes de contenu, en termes de, enfin de plein de trucs, en fait, je suis hyper content de voir que En roue libre occupe une place importante dans la passion des gens et dans la passion des gens qui écoutent ou qui regardent et ouais, qu'En roue libre prend de l'importance. Donc en tout cas, ça pour moi, c'est une, euh, une mesure importante au-delà des vues, c'est l'importance qu'a En roue libre pour les gens qui l'écoutent et qui regardent. Et pour certains, c'est quelque chose d'important. Donc voilà. Je voulais vous parler des événements, moi, enfin des événements et des choses qui m'ont marqué en 2025. Euh, la première chose, chronologiquement, c'est de me remettre au champ de boss. C'est mon ami Benoît Journeau, dont je vous avais déjà un petit peu parlé, qui m'a fait m'y remettre et ça a ravivé un bout de passion chez moi que j'avais un petit peu laissé de côté. Et ça, je trouve que c'est tellement génial de se dire que on peut, après une bonne décennie d'une pratique qu'on a laissée de côté, de se dire que on peut s'y remettre, on peut retrouver des sensations qu'on avait oubliées et, euh, et retrouver de la joie. Moi, j'ai retrouvé énormément de joie à refaire du chant de boss et je trouve que c'est tellement génial. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans le vélo, justement, c'est qu'on peut faire ça avec euh, du chant de boss, du BMX, de la route, du gravel, de la descente, du VTT, du trial, enfin plein de trucs. Et ça, c'est trop cool. La deuxième chose qui, moi, m'a marqué cette année, c'est de rouler exclusivement en musculaire. En 2024, j'ai beaucoup roulé en élec, avec un élec light qui était le Trek Fuel EXE, que j'ai beaucoup aimé. Et en 2025, je n'ai pour ainsi dire quasiment pas touché de vélo assistance électrique. Et le fait de rouler en musculaire pendant toute l'année
m'a rappelé pourquoi c'est important de rouler en musculaire. Et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de se rappeler qu'on a des jambes, et que on a un physique, un cardio, et cetera. Alors, je sais pourquoi on fait de l'élec et je sais pourquoi j'ai fait de l'élec, et je sais pourquoi j'en referai, parce que c'est hyper cool, parce que c'est hyper fun, parce que ça permet de découvrir des spots géniaux, hem, mais ça fait également oublier qu'on a des jambes, qu'on peut s'en servir, qu'on peut pousser dessus et que ça fait du bien de pousser dessus. Et moi, je me suis rappelé de cette année, je me suis rappelé de ça cette année, et j'ai trouvé ça vraiment cool de se rappeler que j'avais des jambes et que à 42 ans, je pouvais encore pousser sur un vélo, que je pouvais encore pédaler, que je pouvais encore être bon, que je pouvais encore avoir la caisse. Et ça, c'est bien de ne pas oublier qu'on a la caisse. Et dans un petit coin de ma tête, j'ai une lumière qui s'est allumée et qui était un peu genre, et si les, les alertes que les gens euh, qui critiquaient le vélo à assistance électrique n'étaient pas si infondées que ça. C'est-à-dire, et si, attention, hein, je mets des grandes guillemets, et si le vélo à assistance électrique nous faisait perdre le goût de l'effort. Donc, je vous laisse juste avec ça, mais je vous dis, c'est le vélo électrique, c'est génial, c'est hyper fun, mais n'oubliez pas que vous avez des jambes et n'oubliez pas de vous en servir parce que ça fait quand même vachement du bien. Et comme me disait mon pote Steve, avec qui j'ai roulé cet après-midi en forêt de Fontainebleau, le meilleur moyen d'appréhender ça, c'est peut-être d'alterner. C'est-à-dire de dire session ALEC, session musculaire. En tout cas, d'avoir les deux, de garder les deux. Ne vendez pas votre musculaire. Euh, voilà. Euh, c'est cool de pousser sur les jambes. Bref, je passe à la suite. Je voulais vous parler aussi de ce qui a bien marché, ce qui m'a marqué moi cette année. Du coup, c'est un peu en lien avec ça, c'est le montage du vélo français. Alors j'ai eu des questions de gens qui me demandaient si il y avait un deal ou quoi avec Decathlon. En fait, pas du tout. Je vais vous refaire rapidement la genèse du projet. La première fois où j'ai vu le fil 900S, j'ai trouvé joli et j'ai trouvé la démarche de Decat intéressante. Une prise de risque en quelque sorte de sortir un vélo de trail alors qu'ils n'étaient pas du tout dedans. Et j'ai contacté quelqu'un chez Decathlon et je lui ai dit, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ce vélo? On m'a envoyé un cadre, et globalement c'est tout, avec une transmission quand même. Et on m'a dit, fais ce que tu veux avec, éclate-toi. Et là, je me suis dit, bah ouais, il doit y avoir moyen de faire quelque chose. Un beau montage. L'idée, c'est que je suis parti à la base pour faire un dream build. Et en fait, on m'a dit, ouais, mais enfin, tu vas faire rêver personne avec un D4. Donc, je me suis rabattu. J'ai recentré le projet sur des pièces plutôt françaises. Voilà. Donc, et ça, j'ai adoré le principe de monter enfin d'imaginer un concept, un vélo, une idée, et de le concrétiser. Et moi, je trouve que c'est ça qui m'a vraiment marqué cette année, et c'est ça qui, je trouve, a été pour moi le succès de cette année, c'est d'imaginer quelque chose et de le convertir en réalité, et d'avoir un vélo qui roule et avec lequel je puisse faire des courses, rouler et kiffer rouler. Voilà. Donc, je sais que vous avez vu beaucoup de D4, mais en tout cas, il n'y avait pas de notion d'argent ou quoi ou qu'est-ce, juste l'envie de également montrer que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, un vélo D4 peut être performant et hyper performant, et, évoluer et performer dans des environnements hyper euh, hostiles, ou en tout cas demandeurs. Et l'exemple de la Réunion était, je pense, le meilleur exemple de ça, parce que c'était dur, c'était très très dur, mais le vélo s'en est sorti très très bien. Je vous parlerai
pour la suite de ce que je prévois de faire donc en 2026. Sachant que l'idée, c'est quand même de remettre ça avec une autre marque, avec d'autres marques, et puis d'avoir d'autres jolis projets qui, je l'espère, vont sinon vous faire rêver, mais au moins vous faire kiffer. Voilà. Ce qui m'a, moi, marqué cette année aussi, c'est le Burning Man. C'est un événement où je vais tous les ans depuis 3 ans maintenant. Et pour moi, c'est vraiment un truc incroyable. D'ailleurs, enfin, personne n'y croit, mais c'est génialissime. Et moi, j'y vais pour réparer des vélos. Je fais partie d'un camp de réparation de vélos. Si vous avez jamais entendu parler de Burning Man, j'ai fait une vidéo en 2023 qui raconte mon expérience. C'est sur mon autre chaîne YouTube, Taillot en roue libre. Et donc, je vous invite à aller voir ça. Euh, c'est, enfin, franchement, c'est tellement incroyable et une expérience géniale. Renseignez-vous et regardez ce que ça donne. Une autre expérience qui m'a marqué, c'est la visite d'usine chez Hope. Euh, je connaissais les produits, je connaissais la marque, mais arrivé chez Hope, j'ai eu le privilège d'y passer 4 jours et c'est incroyable. Ça transpire la passion de partout. Tous les objets sont beaux, tous les produits qu'ils font sont beaux, et même les trucs dans la poubelle sont beaux. Euh, C'était une expérience extraordinaire. Je, je- mon cerveau a tout simplement été en ébullition pendant 4 jours et c'était exceptionnel. Véritablement, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir, à aller la regarder parce que c'est un monument de passion que j'espère avoir pu transmettre correctement. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Euh, et juste la vision du fondateur est exceptionnelle. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à faire une petite session de rattrapage. Vous n'allez pas regretter de passer 1h15 devant cette vidéo qui est juste magnifique. L'autre truc qui a beaucoup compté pour moi cette année, c'est le diagnostic du TDAH. TDAH, c'est trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je vous parle de ça, c'est un truc perso, mais qui affecte tous les domaines de ma vie, y compris celui dont on est en train de parler, à savoir la passion du vélo et en roue libre. C'est vraiment quelque chose qui, le fait d'être diagnostiqué et également de prendre un traitement qui s'appelle la Ritaline, ça a vraiment changé beaucoup de choses sur déjà ma capacité à me concentrer, ma capacité à imaginer des plans, à imaginer ce que j'allais pouvoir faire dans une semaine ou dans 2 jours, ce qui était pas impossible, mais en tout cas pas complètement naturel pour moi. Si vous avez un doute, si vous avez l'impression d'avancer avec un petit frein à main, posez-vous la question. Regardez le documentaire de Greg Minard aussi, qui était hyper intéressant, qui a été diagnostiqué TDAH et qui explique comment ce diagnostic et le traitement ont pas changer sa vie, mais en tout cas lui donner de nouvelles perspectives. En tout cas, moi, c'est le cas. Un diagnostic, une étiquette, c'est pas forcément le truc qui est le plus utile. En revanche, savoir quoi faire avec et savoir comment s'améliorer et être meilleur, ben, ça change beaucoup de choses. Voilà, je voulais vous partager ça parce que moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé et peut-être que ça peut également vous aider. Euh, le Rock d'Azur. Alors, le Rock d'Azur, c'était un moment incroyable. Pourquoi? Bah, parce que enfin, j'ai pas arrêté, c'était génial. J'ai rencontré plein de monde et j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant, en me partageant leur expérience avec en roue libre et en me disant à quel point ils aimaient en roue libre. Et la manière de faire, les invités, les questions, tout ça, tout ça. Et moi, ça m'a beaucoup touché. J'en parle régulièrement et je trouve que c'est le fait d'avoir des gens qui viennent me voir pour me dire qu'ils aiment beaucoup ce que je fais, ça compte énormément.
Et vraiment, moi, ça m'a marqué, ça m'a touché. Et quand j'en reparle, j'en ai des frissons parce que j'ai eu des gens qui sont venus me voir avec des intentions qui étaient vraiment nobles. Et ça sentait, ça transpirait la passion et ouais, je sais pas, des bonnes vibes, quoi. Et moi, j'ai pris ça de plein fouet voilà. Bref, ça m'a touché et je voulais en profiter pour remercier ceux qui sont venus me voir, celles et ceux qui sont venus me voir, et dire aux autres qui n'ont pas osé, bah, la prochaine fois vous venez me voir parce que ça me fera hyper plaisir de, de partager un moment avec vous et de papoter. Voilà. Après le rock, je suis allé à Moligny, je suis allé à Finale, mais surtout je suis allé à Moligny. Et Moligny, c'est exceptionnel en termes de riding. C'est peut-être pas accessible à tout le monde. Il faut être, on va dire, passe-partout, aller partout, en plutôt enduro, mais c'est exceptionnel. Petit warning, c'est une toute petite, enfin c'est un petit village quoi. Il y a un hôtel et un B&B et le développement de cette destination est un petit peu fragile, on va dire. Voilà. Donc faut pas Moligny ne supportera pas très bien la surpopulation. Voilà. Mais il faut aller faire un petit check parce que c'est absolument magnifique. Après ça, j'ai eu la chance d'aller à Taïwan pour découvrir l'usine Giant, mais pas que. Je suis allé chez Giant, j'ai roulé avec les nouveaux produits et je suis allé également voir d'autres usines. Et c'est une grosse leçon pour quelqu'un qui s'intéresse à l'industrie du vélo comme moi. Une grosse leçon de ah ouais, mais en fait, c'est comme ça qu'on fait des vélos. C'était vraiment hyper enrichissant de voir l'autre côté du rideau de comment on fait les vélos et de ouais, comment ils sont fabriqués. Et c'est tout un univers, c'est vraiment impressionnant. C'est aussi, c'est aussi une réalité hein, qui est pas toujours hyper fun, en tout cas du côté de ce qu'on voit, de ce que vous voyez. Euh, c'est, euh, c'est du rêve. Et de l'autre côté, il y a des réalités qui sont, c'est l'usine, c'est l'industrie. Il y a des gens qui travaillent, qui sont pas forcément tous des passionnés de vélo et qui font ça pour gagner leur croûte. Donc moi, c'est ça qui m'a un petit peu marqué. C'est-à-dire, on a vu Hope, la vidéo Hope, c'était génial. Ça transpire la passion partout, tous les employés sont au taquet. Et à Taïwan, en fait, c'est des gens qui font ça pour manger et puis pour faire vivre leur famille. Voilà. Donc c'est un petit peu cette réalité qui nous rappelle que le vélo c'est cool, que ça fait vivre du monde, mais que tout le monde n'est pas forcément dans le même niveau de passion et le même niveau de kiff que nous ici en Europe. Voilà. Ensuite, j'ai eu évidemment le privilège d'aller à La Réunion et j'ai pas découvert la Réunion, mais en tout cas, j'ai pu rencontrer du monde, j'ai pu découvrir des beaux événements, notamment l'Enduro Marines que j'ai pu faire, l'Enduro qui est organisé par Florent Payette avec son équipe, que je salue et que je remercie. Et également, j'ai pu reparticiper à la Méga Avalanche, qui était un gros morceau. Et c'était extraordinaire, exceptionnel. J'ai rencontré des gens magnifiques, j'ai pu enregistrer des épisodes vraiment top, passer du temps avec des gens exceptionnels. Et ouais, la Réunion, c'est tellement génial, ça respire la passion, les gens sont au taquet là-bas. Et si vous cherchez une belle destination au soleil pour aller rouler en hiver, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Et voilà, c'est génial. Euh, Ce qui a bien marché. Alors, ce qui a bien marché, il y a deux épisodes qui, pour moi, ont vraiment cartonné, tant d'un point de vue, on va dire, audience que d'un point de vue retour. Il y a le premier, c'est l'épisode avec Stéphane Guillaume. Stéphane Guillaume, un, comment dire, un mec plus passionné que ça, il n'y a pas. En tout cas, parmi les invités, c'est celui qui, selon moi, a le plus
mobilisé plus fait réagir en termes de commentaires positifs unanimes, parce que bah, sa passion, elle est contagieuse, quoi. Donc voilà, et puis il a tellement d'histoires à raconter, et puis voilà. Donc c'était absolument exceptionnel. En plus, c'est l'épisode le plus long que j'ai fait sur En roue libre, hein, c'est-à-dire 3h13, et on aurait pu continuer pendant au moins 1 heure de plus. Donc voilà, c'était absolument génial, et ça vous a plu, et donc tout le monde est content. Et en plus, Stéphane, c'est quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de voir, et je suis très content qu'un passionné tel que lui ait pu obtenir cette visibilité et plaire à tant de monde. Voilà. L'autre épisode qui a super bien marché, c'est Nicolas Pierron de Van Riesel. Alors, pour moi, comme vous le savez, la route, le cyclisme, c'est un pas de côté. Mais là, on parle d'industrie, et on parle de gens qui font les choses et qui font l'industrie du vélo. Et dans ce cas-là, c'est vrai que Nicolas Pierron nous a raconté une histoire, mais absolument extraordinaire, de comment il est passé, comment Between Cycle est passé d'une marque un peu ringarde à Van Riesel, qui est une marque, ça y est, que les gens adorent. Du jour au lendemain, juste en changeant de logo. Et ça, c'est tellement génial de voir ça. Et l'histoire est folle. Et en plus, Nicolas la raconte excessivement bien. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir cet épisode plein de passion, allez-y, parce que c'est génial. Qu'est-ce qui a marché aussi? Les vidéos, hein, notamment la visite chez Hope. Alors, elle a beaucoup, beaucoup plus cartonné sur Insta que sur YouTube, notamment dû au format court. Ça a très très bien marché. Moi, c'est un format, et je vous en reparlerai un petit peu après, qui m'a beaucoup plu et que j'ai envie de refaire. Donc, vous allez en entendre parler. Et les visites d'usine, d'une manière générale, ont bien marché. Voilà. Ce qui a moins bien marché, objectivement, déjà, c'est la newsletter. Alors, c'est un petit peu moins mon format, c'est un petit peu moins ce sur quoi j'aime passer du temps à écrire. Je sais écrire, mais voilà, ça a un petit peu moins marché. Bon, je vais voir ce que je peux faire pour l'année prochaine. J'étais aussi présent sur peu de gros événements. Alors, c'était un petit peu un choix, parce que j'ai notamment le choix d'aller à Burning Man, qui faisait que je ne pouvais pas aller sur la Coupe du Monde des jets. Mais l'année prochaine, ça devrait changer, vu que la Coupe du Monde en Haute-Savoie est un petit peu plus tôt. Ça devrait être compatible. En tout cas, c'est quelque chose que aussi j'ai envie de faire l'année prochaine. Je vous en parlerai juste après. Euh, alors, même si je suis allé à La Réunion et que je me suis gavé comme un porc, en 2025, j'ai quand même un bon déficit de riding, et que je souhaite, on va dire, contrer en 2026. Donc, j'ai pas beaucoup roulé, objectivement, mais donc j'espère pouvoir en faire un petit peu plus l'année prochaine. Voilà. Quoi d'autre? J'ai peut-être eu un peu moins de tête d'affiche qu'en 2024. Alors, il y a eu Thomas Lemoine, il y a eu Isabeau, il y a eu d'autres, mais peut-être, je dis pas qu'il a manqué, mais je me suis intéressé peut-être à moins de grosses stars. Et c'est aussi également un choix, puisque en fait, l'objectif d'Enroulim, c'est de d'entendre, ou en tout cas donner la parole à des gens qu'on n'aurait pas forcément entendus, et donc des gens qui sont comme Stéphane Guillaume d'ailleurs, des gens auxquels on n'aurait pas spontanément pensé pour un épisode d'En roue libre ou pour un podcast. Et moi, je trouve que c'est bien aussi d'aller chercher ces gens-là, de leur donner la parole, de leur donner de la visibilité, parce qu'ils le méritent, parce qu'il y a plein de gens intéressants qui ont des choses passionnantes à raconter, et donc que c'est aussi un petit peu mon boulot de donner la parole à ces gens-là. Ce qui ne veut pas dire que je vais et que je peux donner la parole à tout le monde,
parce que bah, mon temps est compté, mes ressources le sont également, et que matériellement et financièrement et techniquement, enfin bon, plein de choses, je ne peux pas donner la parole à tous les gens à qui il faudrait donner la parole. Voilà. Donc, ça, encore une fois, on va en parler un tout petit peu après, parce que j'aimerais faire évoluer ça. Mais en tout cas, ce que je veux, c'est prendre également la visibilité de gens un peu plus connus pour construire une audience plus large, pour amener de la visibilité sur des gens qui sont un petit peu moins connus. C'est un peu mon principe, mon concept de Robin des Bois de la visibilité, c'est de dire, je prends la visibilité de gens connus et je l'amène sur des gens qui sont un petit peu moins connus. Donc voilà. Passons maintenant à mon plan, mes ambitions, ou en tout cas ce que j'ai envie de vous partager pour 2026. J'ai toujours envie de vous partager des expériences. Euh, je suis plutôt sur le côté expérientiel des choses, c'est-à-dire faire vivre des aventures, des histoires, vous emmener avec moi un petit peu. J'ai toujours envie de rencontrer des gens inspirants, j'ai toujours envie d'être étonné, vraiment ébahi, en admiration devant des gens. Et ça, c'est ce que permet le podcast, entre autres, mais aussi les visites d'usines. Donc, vous partagez des découvertes, des moments sur le vélo, j'espère de plus en plus. Et également, pourquoi pas, des moments ensemble, des moments où on va pouvoir rouler ensemble. Et ça, j'aimerais bien pouvoir justement transformer le côté audience digitale, c'est-à-dire vous derrière votre ordi et qui me regardez, qui m'écoutez, ou voilà, avec vos écouteurs. Euh, J'aimerais bien pouvoir vous amener rouler. Voilà. Donc ça se fera probablement sur un événement déjà existant. Euh, Ça reste à organiser. Euh, En termes d'ambition, en tout cas de ce que j'ai envie de réaliser avec En roue libre, et ce que j'ai envie de vous partager. Euh, En roue libre a été créé autour d'un podcast. euh, qui est un podcast, une conversation entre passionnés de vélo. C'est comme ça que je présente En roue libre. Euh, et aujourd'hui, En roue libre est en train de se développer en tant que média, c'est-à-dire au-delà du podcast, j'ai envie de vous partager d'autres choses, d'autres expériences, d'autres rencontres sous le format euh, visite d'usine par exemple, mais aussi sur du format reportage. Et également, il y a la partie euh, réseaux sociaux sur lequel il y a également un potentiel de croissance, ou en tout cas un potentiel en termes de contenu que j'ai envie de vous partager. Voilà. Donc, attendez-vous à d'autres formats, attendez-vous à d'autres choses, mais également, on va en parler juste après. Ce que j'aimerais faire aussi avec En roue libre, c'est monter une équipe, c'est-à-dire travailler avec des gens. Alors, c'est déjà un petit peu le cas. Il y a Florent qui m'aide sur les montages, il y a Jules également qui m'aide sur les montages de vidéos de visite d'usine. Donc, en fait, jusqu'ici, il y a donc 3 personnes qui travaillent sur En roue libre. Et mon intention en tout cas, c'est de faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes, d'autres passionnés de vélo, qui puissent rejoindre l'aventure En roue libre et contribuer à son développement. Donc, euh, j'ai pas de plan, j'ai pas d'offre d'emploi à vous proposer, en tout cas pas encore, mais en tout cas mon intention c'est de faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui rejoignent l'équipe d'une manière ou d'une autre, peut-être sous la forme de contributeurs, peut-être sous la forme de créateurs de contenu, voilà, mais en tout cas d'essayer de plus être tout seul, parce qu'en roue libre l'objectif c'est pas que ce soit Antoine Taillefer devant son micro et sa caméra, mais plutôt un média qui nourrit votre passion du vélo et qui vous donne envie d'en faire plus. Voilà. L'idée aussi, c'est pour moi de développer les formats. Alors, je vous en avais un petit peu parlé avant. Le format podcast, le format visite d'usine, le format reportage, on va dire documentaire, et toujours pour raconter des histoires et vous montrer un peu voilà, les backstage, les coulisses, plutôt en français, de ce que c'est que l'industrie du vélo, le monde du vélo, vous donner accès à des expériences
et ouais, des histoires, des gens, des récits auxquels vous n'auriez pas eu accès habituellement. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous proposer. J'ai envie d'en faire plus. Également, je pense qu'il y a un gros potentiel sur les réseaux sociaux, plutôt Insta. Facebook pousse aussi bien, donc j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Je suis très très dubitatif sur TikTok et j'aimerais bien d'ailleurs savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faudrait que je sois sur TikTok, sachant que je n'y suis pas, ou plus, en tout cas je publie pas. Donc si vous voulez que je sois sur TikTok, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, je resterai sur les plateformes sur lesquelles je suis aujourd'hui, à savoir YouTube, Insta, Facebook et LinkedIn également. Alors, ce qui va rester, en tout cas ce qui va changer, ce qui va pas changer. Je vais commencer par ce qui va pas changer. Des entretiens, des découvertes, donc toujours en mode backstage, avec des formats longs. Le format long est quelque chose qui me permet et vous permet d'accéder à du contenu auquel vous n'auriez pas accès d'habitude, c'est-à-dire que si je vous proposais un épisode de podcast de 30 minutes, on ne pourrait pas rentrer dans le fond du sujet comme on le fait aujourd'hui avec les invités sur des formats qui durent entre 1h30 et 3h13. Donc, si vous voulez des conversations qui font 30 minutes, bah, ça ne sera pas ici, sauf quand on a des collabs, comme on l'a fait avec Canyon sur le Roc d'Azur, où là, on a une contrainte de temps et que on est obligé de faire court. Voilà. Mais sinon, moi, ce qui me plaît, c'est de prendre le temps de passer un bon moment avec quelqu'un d'intéressant, d'inspirant, et puis de me poser et d'avoir une conversation sympa et de pouvoir la partager. Voilà, c'est ça qui me plaît. Donc, toujours le format long. Ce qui va pour le coup évoluer en 2026, c'est le volume en termes de contenu. Mon ambition, c'est de produire plus. Aujourd'hui, pour tout vous dire, je suis un peu frustré de ne pas pouvoir vous partager plus de contenu. Je pense qu'un épisode de podcast tous les 15 jours, c'est bien, mais que ça pourrait être mieux. Moi, j'ai envie de pouvoir vous proposer un rendez-vous hebdomadaire, c'est-à-dire toutes les semaines, pour ceux qui n'ont pas la ref. Un rendez-vous hebdomadaire où vous allez pouvoir vous dire, OK, tous les jours, à telle heure, j'ai mon contenu et je l'écoute. À ceux qui vont dire, ouais, mais attends, j'ai pas le temps de rattraper et tout. Non, mais il n'y a pas de problème. En fait, quand on arrive dans une bibliothèque et qu'on voit tous les livres, bah, en fait, l'objectif, c'est pas de lire tous les livres d'un coup. L'objectif, c'est de dire, ah bah tiens, il y a celui-là qui m'intéresse, je vais le lire et je vais passer du temps à, euh, à lire ce contenu. Bah, c'est un petit peu la même chose pour une bibliothèque de podcasts. L'idée, c'est de dire, bah, en fait, il y a plein de gens qui sont intéressants. L'objectif, c'est pas qu'ils vous intéressent tous. L'objectif, c'est pas que vous... Bref, vous m'avez compris. L'idée, c'est que quand vous voyez passer un contenu qui vous intéresse, vous vous dites, ah ouais, cool, celui-là, je vais l'écouter. Et puis bah, le prochain, en fait, non, ce sujet-là ne m'intéresse pas. Donc, et je pense que c'est en faisant du volume comme ça, tout en gardant la qualité, que je vais pouvoir vous proposer un maximum un maximum de contenu qui vous intéresse et dans lequel vous allez pouvoir piocher à votre guise. Voilà. Euh, pour ça, évidemment, ça va nécessiter quelques adaptations. Euh, Mon souhait est de ne jamais renier sur la qualité du contenu et la qualité des échanges. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous vendre, en quelque sorte, de vous proposer, c'est toujours la patte en roue libre, à savoir des sujets bien préparés, des invités avec lesquels on a des échanges longs et intéressants et passionnants dans la mesure du possible. Mais pour ça, peut-être, je souhaite passer un peu plus de temps à faire des épisodes en visio. Donc, revenir sur des épisodes à distance tout en gardant des épisodes en présentiel. Les épisodes en présentiel, c'est très très bien, c'est hyper quali. L'inconvénient, c'est que bah, ça prend du temps, faut se déplacer, c'est de la logistique. Les épisodes en visio, c'est simple à organiser,
mais il faut remplir certaines conditions pour avoir une bonne qualité audio et vidéo. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de mixer un peu les formats et de dire, bah ok, s'il y a quelqu'un qui est intéressant, qui a une histoire intéressante à raconter, mais je peux pas me déplacer, il ou elle est trop loin, et en tout cas, le format à distance permet de rendre l'échange possible, je le ferai. Mais dans la mesure où je peux faire les épisodes en présentiel, je continuerai à le faire. Donc ça va me donner accès à des gens qui sont déjà d'une pas en France, ou en France mais un petit peu loin, ou pas accessibles, ou en tout cas, vous avez compris. Ça va donner accès également à d'autres pratiques. Je parle du cross-country, du BMX, du gravel, de l'ultra-distance, et pourquoi pas de la route. Je vais pouvoir en faire un peu plus avec des gens euh, qui, pour lesquels on va dire que je ne me serais pas déplacé. Là, ça va pouvoir me donner accès à ces gens-là. Et également me donner accès à des gens qui ne parlent pas français, donc qui sont anglophones, et donc qui sont sur d'autres continents, mais qui sont toujours intéressants. Là-dessus, ce qui se passera, c'est que je ferai comme du sous-titrage. Hein. Pour ça, il faudra aller sur YouTube, parce que malheureusement, le doublage, comme je l'ai fait avec Rob Roscoe, c'est quelque chose qui est très long, coûteux, c'est beaucoup de travail. Donc ça, je pourrais pas le faire sur tous les épisodes en anglais. Par contre, le sous-titrage, ce sera systématique, on va dire, sachant que l'IA aujourd'hui permet de le faire de manière assez rapide. Donc ça c'est assez simple. Mais voilà, la contrepartie de ça, c'est qu'il faudra aller sur YouTube et activer les sous-titres. Ce que je vous disais aussi juste un petit peu avant, au niveau des pratiques, donc jusqu'ici, moi, mon domaine de pratique, c'est le VTT. VTT enduro et descente, avec une grosse appétence pour les légendes qui m'ont fait rêver, à savoir le Team Sun dans les années 90. Mais tout ça, c'est bien sympa, mais en termes d'ouverture sur une audience, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus large. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de pouvoir ouvrir en roue libre aussi à des audiences un petit peu plus larges, sans pour autant renier, on va dire, mes racines et mes valeurs, etc. Donc, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de pratiques comme le BMX, comme le gravel, comme le cross-country, comme l'ultra-distance, et pourquoi pas un petit peu de route. Mais on verra un petit peu comment on pilote ça, parce que c'est sûr que j'ai plus une culture large dans tout ce qui est VTT et off-road que sur la route. Mais bon, je ne m'interdis rien, et l'idée c'est de voir aussi jusqu'où en roue libre peut aller en tant que média et en tant que format de contenu, et en tant que moi aussi jusqu'où je peux aller avec ça, voilà, avec mon petit micro. Euh, pour vous parler un petit peu de ce qu'il y a à venir en termes de contenu en 2026. Le premier contenu qui devrait sortir, c'est la vidéo de la visite d'usine chez Abus que j'ai faite en Allemagne il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, et donc qui est hyper intéressante, parce que vous allez voir que Abus, cette marque qui fait des antivols, fait déjà bien plus que ça, et en plus la manière de faire est quand même assez dingue, quoi. Parce que si vous pensez que vous savez comment on fait des antivols, vous allez regarder cette vidéo et vous allez m'envoyer un petit message pour me dire à quel point ça vous a changé votre idée de comment on fait des antivols. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et j'espère que ça va vous intéresser. Je vais sortir ça là début d'année, peut-être le 4 janvier, ou que sais-je. Enfin, voilà, j'ai encore quelques trucs à finaliser là-dessus, avant de sortir la vidéo. L'autre contenu à venir, c'est, je vais vous faire un petit récap aussi du matos avec lequel j'ai adoré rouler en 2025. Il y aura 10 ou 15 objets, ou
choses avec lesquelles j'ai adoré rouler en 2025. Et également, je vais vous faire un petit guide d'achat sur le matos pour rouler en hiver en 2026. J'ai reçu un tas de matos et je me suis dit que vu que j'ai ce privilège-là de pouvoir tester du matos, ben en fait, je vais vous faire partager ça comme le reste et je vais vous dire ce que j'en pense de manière honnête et vous dire ce que j'aime pas et pour qui c'est. Voilà. Donc ça va sortir là pareil dans les prochains jours. En termes de podcast qui arrive, il y a Enrico Goala, le pape de l'enduro, hyper intéressant, passionnant sur le développement de la destination Finale Ligure en Italie, où pourraient avoir lieu les prochains championnats du monde d'enduro. On attend la confirmation. Mais également voilà, comment il a développé l'enduro avec l'Enduro World Series et tout ça. C'est hyper intéressant. Ensuite, il y a Jean Sulpice, le chef étoilé, double étoilé Michelin, qui est à Annecy, enfin à Talloires, au bord du lac, qui est ambassadeur Scott. Un gars, mais inspirant et passionnant, et vraiment génialissime. J'ai adoré cet épisode et vous allez voir qu'il y a un niveau d'intensité dans le garçon qui est incroyable, exceptionnel. Donc j'ai hâte de vous partager ça. Et également Maël Ferron, que vous avez peut-être déjà vu dans sa vidéo Méga Avalanche Up and Down, qui est un jeune étudiant ingénieur de 21 ans qui a une passion absolument débordante et qui est vraiment un bon gars avec lequel j'ai adoré passer du temps, notamment à La Réunion. Et vraiment, vraiment un échange hyper passionnant. Et vous allez voir que ce garçon, il en a dans le crâne. Et ensuite, Alex Rudeau, donc champion du monde d'enduro 2024, 5 fois champion de France d'enduro, et qui, pareil, est un garçon qui mérite d'être connu parce que c'est un bon gars, c'est un vrai bon gars. Et j'ai adoré passer un moment avec lui et son épisode est super intéressant et super inspirant aussi. Voilà. Ensuite, ce que vous allez voir en termes de visite d'usine, donc là il y a Vidéo Abus qui va sortir, mais également j'ai des tournages de prévus, notamment chez un fabricant de roues américain. Donc je partirai, ça c'est au mois de janvier, que je vais partir faire la visite d'usine. Et ensuite, il y a un fabricant de moteurs asiatique chez qui je vais aller. Et donc ça sera hyper, hyper cool. C'est en Chine. Et c'est la première fois que je vais en Chine. Et je suis hyper content de ça. Et après, il y a d'autres visites d'usine en discussion et dont je vous parlerai en temps voulu. Mais il y a des choses hyper cool, hyper intéressantes. Et je me languis de vous partager ça. Voilà. Je vais vous parler un petit peu des événements sur lesquels je prévois d'aller. En tout cas, ils sont sur mon calendrier, à confirmer évidemment, mais en tout cas, il y a de grandes chances qu'on s'y croise. Vélo Folies à Courtrai, j'y serai le 16 janvier, c'est un vendredi, un salon exceptionnel à Courtrai, donc à quelques minutes de Lille. Donc c'est en Belgique pour le coup, il faut passer la frontière. Génialissime salon, c'est un mini Eurobike. Hyper qualitatif, hyper pro. Là-bas, on y voit de la passion comme rarement on en voit. Et c'est un super salon. On y parle beaucoup, comment dire, flamand. Et donc, mais super. Et c'est un très très bon salon pour attaquer la saison 2026. Ensuite, peut-être le Taipei Show à Taïwan, où je prévois d'aller. Encore quelques trucs à confirmer, mais a priori, j'irai. Sea Otter classique à Monterrey aux US, ça c'est sur ma liste, mais c'est pas du tout confirmé. Événement de début de saison génialissime aux US. Riva del Garda, donc le Bike Festival, ça c'est vraiment l'événement qu'il ne faut pas louper en début de saison. Ça se passe sur les rives les rives du lac de Garde en Italie et c'est vraiment un très très bel événement où il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de lancements de produits, les décideurs sont là, donc moi il y a de grandes chances que j'y aille. Loup d'Anviel, Coupe du Monde de VTT de descente et enduro.
Voilà, c'est sur ma liste. Vélo Vert Festival, qui cette année bouge à Bordeaux, pardon, bouge à Bourg-Saint-Maurice. Voilà, à Bourg-Saint-Maurice, donc nouvelle destination pour le Vélo Vert Festival, en espérant que cette fois-ci, le soleil soit de la partie. Les Pro Days, événements à ne pas louper du côté pro industrie, beaucoup de gens à rencontrer, hyper intéressant. Et Eurobike, alors les discussions jusqu'ici sur l'Eurobike montrent que l'événement est maintenu, mais vu le désistement de pas mal de marques jusqu'ici, il serait pas complètement impossible que l'événement soit tout simplement reporté à une date ultérieure, parce qu'il y a eu beaucoup de désistements de la part de marques et de grosses marques qui ont dit qu'ils iraient pas. Voilà. Ensuite, Coupe du monde en Haute-Savoie, ça c'est l'étape un peu obligée cette année. Peut-être Burning Man, peut-être, je sais pas. Il y a plein de variables. Sea Otter Europe, très très bel événement. Ça, je sais pas encore si j'y vais, mais si je suis dispo et si j'ai rien en même temps, c'est fin septembre, j'irai y faire un tour. Et après, il y a le Rock qui est un incontournable, en tout cas pour moi, à mon niveau, et c'est un événement que je raterais pour pas rien au monde, mais il faudrait quand même qu'il y ait vraiment quelque chose pour que je n'y aille pas. En 2026, je ressens également le besoin de peut-être faire un peu de compétition. J'ai adoré ces expériences que j'ai faites cette année avec le bivouac, avec la méga, avec l'enduro marines, et j'aimerais bien me faire mal à la gueule, hein, tout simplement comme on dit. Pourquoi pas de faire la méga de l'Alpe d'Huez, hein, de refaire la méga de l'Alpe d'Huez. Pourquoi pas une étape du Trophée Enduro des Alpes. C'est un très très beau circuit, et avec des belles étapes, donc pourquoi pas. Une autre course à étapes, pourquoi pas. Refaire un bivouac. J'ai beaucoup aimé cet événement. J'ai trouvé ça top, malgré la flotte qu'on s'est pris le dernier jour. C'était excellent. J'ai adoré. Super orga. Donc, et cette année, une autre destination. Donc, vraiment, j'ai mis sur ma liste. Et en fait, l'objectif de tout ça, c'est que du haut de mes 42 ans, je ressens que j'ai un peu plus besoin de me forcer, un peu plus besoin de m'entraîner, un peu plus besoin de faire l'effort de me maintenir en forme. Et pour ça, je trouve que se fixer un objectif de compétition, d'entraînement, etc., c'est un bon moyen de se mettre dans une routine, ou en tout cas de prendre des bonnes habitudes d'entraînement, de pratique et de régularité. Voilà. Donc je dis pas que je ferai des scores exceptionnels, je dis juste je vais m'entraîner, je vais faire le métier comme on dit, et puis voilà, je me pointerai sur les courses, on verra ce que ça donne, et puis je donnerai le meilleur, et, et on verra le résultat après, mais surtout c'est de sortir, faire du vélo, être en forme, et puis aussi rencontrer des gens et me faire des nouveaux potes. Voilà. Voilà. Ensuite, pour cette année, j'aimerais bien reproduire l'expérience du Dream Build. En Dream Build, donc un montage avec un joli vélo, et pourquoi pas en élec, pourquoi pas en musculaire aussi, pourquoi pas en gravel, en ce que vous voulez. Mais j'ai beaucoup aimé cette expérience et j'aimerais bien la renouveler. Donc je réfléchis, j'ai des idées, j'ai déjà des projets en tête. Je vous en parlerai en temps voulu. Pour le moment, il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'acté. Mais en tout cas, je vous partagerai ça très très vite. Voilà. Maintenant, je vais passer aux questions que vous m'avez posées sur Insta. J'ai mis des petites stories pour vous demander pour vous poser la question de qu'est-ce que vous aimeriez bien que j'aborde dans cette vidéo. Et donc, l'enduro en compétition mondiale
a-t-il encore un avenir? Alors oui, je pense que oui. Maintenant, ce qui est certain, c'est que si on s'attend à avoir des retransmissions en live, il faut pas espérer grand-chose. Et ça, on en a parlé avec Enrico Guala dans l'épisode qui va sortir très bientôt. Mais oui, l'enduro compétition a encore un avenir. Pour ça, il faut des pratiquants, il faut des marques, il faut des gens qui investissent du temps et aussi un petit peu d'argent. Mais l'enduro est un sport magnifique. C'est le sport qui se rapproche le plus de ce qu'on aime faire dans le vélo, dans le VTT. Et donc, oui, maintenant, je pense que tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes d'équité en e-bike, l'e-bike en compétition mondiale aura du mal. Voilà. Et ça, encore une fois, on en a parlé avec Enrico Guala, donc je ne vais pas vous spoiler l'épisode, mais c'est un petit peu en substance ce qu'on s'est dit. Les bouchons de potence en roue libre. Alors, on m'a posé la question. Si vous avez commandé un bouchon de potence en roue libre et que vous ne l'avez pas reçu, j'en ai pas là, mais voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais en tout cas, si vous voulez soutenir en roue libre, j'ai des bouchons de potence qui ont été réalisés par Vaillant Bike Component à Cluse, dans la vallée de l'Arve. Et donc, sur la plateforme Tipeee, vous pouvez les commander. Et donc ça permet de soutenir en roue libre et ça permet de montrer bah voilà, votre amour pour en roue libre, si je peux dire, et voilà, de me soutenir, de me donner un petit coup de pouce. Un entretien avec Flo Le Tondeur. Eh ben, écoute, c'est une bonne idée. En plus, on en a parlé avec Simon André au Rock d'Azur, Simon André de Café Manivelle, hein, si vous ne connaissez pas. Ce qui serait très très cool, c'est de faire un truc avec des créateurs comme Flo, comme Simon, et de faire un petit groupe où on se donne la parole et tout ça. Mais ouais, Flo, bah voilà, Flo, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce que tu fais, et je trouve ça hyper cool. Et moi, j'aime bien l'idée de dire que dans le paysage entre guillemets médiatique français autour du vélo, on a des gens comme lui, comme Café Manivelle, et on fait un taf qui est un petit peu différent, et qu'on couvre des moments et des types de contenus différents. Bref, long story short, ouais, un entretien avec Flo, ce serait hyper cool, faut qu'on organise ça. Combien de vidéos d'avance? Alors, combien de vidéos d'avance? Ça dépend vraiment du moment, mais je dois avoir au moins 4-5 vidéos d'avance. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle je vous disais avant que j'aimerais bien en faire plus, parce que le problème, c'est que si je publie une vidéo tous les 15 jours et que j'enregistre c'est un 4-5 épisodes dans une semaine, comme j'ai fait, j'en ai enregistré 7 à Loudanviel dans une semaine, bah en fait il peut se passer 6 mois entre le moment où j'enregistre et le moment où je sors l'épisode. Donc c'est pour ça que j'aimerais avoir un peu plus de récurrence et un petit peu plus de pouvoir sortir un contenu toutes les semaines, par exemple. Voilà. Donc voilà, mais minimum 3-4, voilà, histoire d'être bien. Qu'est-ce que je pense de l'électrification, que ce soit des vélos, des suspensions, etc. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Il faut que ça serve la pratique. Il faut que ça serve le fait de pouvoir sortir avec son vélo et de passer des bons moments. Et à partir du moment où ça devient un handicap, ou à partir du moment où ça devient une contrainte, et ben en fait c'est là où je pense qu'on va commencer à trouver que c'est plus aussi euh, juste, ou en tout cas que ça n'a pas ou plus sa place. Mais je pense que c'est une bonne chose, et je pense que Stéphane Guillaume nous a également montré qu'il y a des domaines dans lesquels bah, ça pouvait être hyper pertinent, comme le réglage des suspensions en fonction du poids qui est appliqué, en fonction du poids qui est sur le vélo. Donc je pense pas qu'il faille voir ça comme une mauvaise chose. Par contre, effectivement, si on commence à en avoir partout et que ça devient une contrainte, là c'est un petit peu plus compliqué. Les freins Béringer, pourquoi ont-ils été remplacés par des freins Hope? Alors, je vais vous partager mon expérience en toute transparence, qui est mon expérience personnelle. J'ai pas trouvé que les freins Béringer étaient d'une fiabilité irréprochable. Et ça, je parle dans des domaines assez simples, comme je mets mon vélo sur une remontée mécanique à la verticale, et quand je reprends mon vélo, j'ai plus de toucher. Bon, tout le monde n'a pas eu la même expérience que moi.
Moi, c'est mon expérience. Elle est tout à fait unique et singulière. Et disons que la perspective d'aller chez Hope et de me faire une paire de freins perso avec mon logo sur les capots, bah, en fait, à un moment donné, ça a précipité aussi le changement des freins Bérenger sur mon vélo. Et donc, je suis hyper heureux aujourd'hui d'avoir une paire de freins qui est hyper fiable, en l'occurrence les Tech 4 Evo avec les étriers GR4, pardon. Tech 4 Evo GR4 et des freins d'une puissance phénoménale et d'une fiabilité exceptionnelle que je n'ai pas eu à toucher. Enfin voilà, juste un changement de plaquette de base. Donc voilà la raison pour laquelle aujourd'hui je n'ai plus les freins Bérenger sur mon vélo. Et donc voilà. Est-ce qu'il va y avoir un deuxième épisode avec un invité qui est déjà passé? Oui, mais enfin oui, s'il y a une bonne raison de le faire. Donc quelqu'un comme Stéphane Guillaume, par exemple, je sais que il y aura des choses à dire, des choses à redire, parler de passion et parler d'autres sujets. Pourquoi pas? Mais il faudrait qu'il y ait juste une bonne raison. Et puis après, bah, il y a plein de gens qui méritent d'être écoutés. Et donc il faut que je leur donne la parole, il faut que je fasse de la place aussi pour leur donner la parole. Voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, bah, en fait, il me reste que à vous remercier une nouvelle fois, parce que, encore une fois, si je suis là devant ce micro, devant cette caméra, à vous parler, eh ben, c'est parce qu'il y a des gens qui regardent, en tout cas j'espère. Et que si je fais ça, c'est pour vous. Et pas uniquement pour vous, mais grandement pour vous. Parce que si c'était que pour moi, bah, je le ferais dans mon coin et je montrerais ça à personne. Mais voilà, donc un grand merci à vous de me suivre, toujours plus nombreux, de me partager ce que ça vous inspire en roue libre. Et puis, si j'ai pas répondu à des questions ou si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, bah, vous pouvez me les poser dans la partie commentaires, hein, juste en dessous. Je martèle pas trop le fait que, enfin, à quel point le fait que vous vous abonniez est important. Je pense que vous devez l'entendre auprès de tous les créateurs de contenu. Ils vous mettent des trucs, abonnez-vous et le machin. En fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est ce qui permet véritablement de grandir en tant que créateur de contenu, en tant que média, et c'est ce qui permet d'être plus visible. Alors, si vous regardez cette vidéo, si vous regardez en roue libre régulièrement, assurez-vous d'être abonné, parce que c'est con, mais ça compte. Ça compte pour moi, ça compte pour les marques avec lesquelles j'ai l'ambition de travailler. Et ça me permet en fait de vous proposer des contenus qui vont vous intéresser demain. Parce que, bah, en fait, tout bêtement, une marque qui regarde en roue libre, ils vont regarder le nombre d'abonnés, ils vont faire ah ouais, attends, il a beaucoup d'abonnés, ou il en a pas beaucoup. Et donc, c'est un petit peu ça qui va jouer dans la balance. Voilà. Merci de vous abonner. Bah écoutez, c'est tout. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie d'avoir passé cette petite heure en ma compagnie. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Et donc très bientôt, je vous partage donc le top matos avec lequel j'ai adoré rouler en 2025. Et donc rendez-vous sur YouTube très vite. Voilà. Merci, à très bientôt. Et puis bah, bonne journée. Et n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Ciao, bye!